J'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, celui qui est notre invité aujourd'hui, Monsieur Moed Altrad, s'il vous plaît. Monsieur Altrad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Martine, tout à l'heure, nous a raconté l'histoire, l'acheminement qu'elle a dû faire pour vous faire venir. En tous les cas, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir aujourd'hui auprès du Club Molière qui fête ses 11 ans. Merci à vous de me présenter. Merci Martine pour tout ce que vous avez fait pour que je vienne. Avec plaisir. Sachant qu'elle a pris le cheminement le plus difficile parce qu'elle a imaginé que me faire venir vous voir, c'est quelque chose d'inaccessible. Mais vous allez voir, cette histoire est une histoire, je crois, qui sort de l'ordinaire. C'est une histoire exceptionnelle, celle d'Altrad. Personne physique et personne morale. Mais je reste l'homme le plus simple au monde. Et je suis accessible. Et pourquoi je suis accessible? Parce que je reste un homme. Ça marche, hein, ou... Ouais, je sais pas. Oui, le mien marche. Écoutez, prenez mon micro, peut-être ça ira mieux. Voilà, celui-ci va peut-être marcher. Donc, je reste un homme tout à fait modeste, tout à fait simple, tout à fait humble. Donc vous allez le voir. Malgré les réalisations, malgré... Donc il y a une sorte de déconnexion entre l'homme et ce qu'il a fait, quoi. En tout cas, je le vis comme ça. Et je vous l'accorde, Martine, ce n'est pas toujours le cas. Donc plus on fait des choses, plus on se prend la tête, comme on dit, comme disent mes enfants. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas, mes amis. J'en découvre un que j'ai rencontré il y a 40 ans. Eh bien, c'est toujours la même personne que je suis resté. Alors, merci Martine de m'offrir cette opportunité. Merci encore une fois. Merci à vous d'être là, de m'écouter. Alors, j'aurais aimé une chose à vous raconter. Mais vous racontez quoi? Vous voulez commencer par quoi? Le chemin a été long. Le chemin a été difficile. Le chemin est toujours difficile, il le sera jusqu'au bout. Lorsqu'on est un homme engagé dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, et on consacre l'essentiel, la majeure partie de son temps, jour et nuit, pour une réalisation. Alors, c'est quoi un chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, c'est un homme qui a compris qu'il ne peut rien faire tout seul. On ne fait pas les choses, des grandes choses tout seul. On fait avec les autres. Et après, on en arrive à la notion de leader. Qu'est-ce qu'un leader finalement? Un leader, c'est celui qui a cette faculté, cette nécessité de pouvoir travailler avec les autres et se réaliser avec les autres. Mais on ne se réalise pas à travers les autres si les autres ne se réalisent pas à travers vous-même. Donc, c'est une notion extrêmement essentielle dans la démarche d'un entrepreneur. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous, on a des besoins affectifs, tous, on a des besoins matériels, des familles à nourrir, des choses à payer tous les jours, tous les mois, tous les ans, etc., des engagements matériels. Il faut que vous pensiez, dans le cas d'Altrad, aux 60 000 personnes, donc 60 000 familles qui travaillent pour vous. Si vous considérez une famille moyenne de 3-4 personnes, ben vous avez l'équivalent d'une ville comme Montpellier, c'est-à-dire 300 000 personnes qui vivent avec vous, que vous participez à leur vie de tous les jours. Et ça vous met pas une pression, une responsabilité extrêmement importante à vos épaules. Tous les jours, vous devez penser à ça. Alors, vous créez ainsi une famille, une grande famille qui est répartie dans 100 pays. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique, Japon, partout, en Chine, partout, et bien sûr en Europe, partout dans le monde. Donc, Altrad est présent dans 100 pays. Donc, vous avez à vous adapter à 100 cultures différentes. Je sais qu'en France, on pense, comme dans tous les pays, qu'on est le centre du monde. On n'est pas le centre du monde.
On est une culture, certes, importante, une tradition forte, mais ce n'est pas représentatif de la totalité de la planète. Donc c'est ça que vous devez réaliser. Ça vous amène à réfléchir de façon universelle. La façon universelle, c'est celle que vous allez utiliser tout le temps, quelle que soit la population que vous avez en face de vous, quelle que soit l'aspiration des gens qui vous entourent, quelle que soit la motivation de ces mêmes personnes, vous devez utiliser un discours universel. Je reviens sur le discours universel après. Mais pourquoi vous devez faire ça? Parce que vous êtes un homme avant tout. Homme, dans mon esprit, égale femme. Femme égale homme. Donc on est un être, un humain, tout simplement. Cet humain a des intuitions, a des choses, des sensations, des émotions, des passions, mais vous devez les intégrer. Comment parler à quelqu'un qui ne vous ressemble pas? Mais vous allez utiliser justement ce discours universel. Le discours universel, pour le faire, il faut que vous ayez des valeurs, mais aussi des valeurs universelles. On dit par exemple, le travail c'est une valeur, certes, mais elle n'est pas forcément universelle. Vous avez des pays où on ne travaille pas beaucoup, parce qu'on n'a pas de travail, parce que le pays n'est pas structuré, parce que le pays n'a pas les infrastructures nécessaires pour créer du travail. Donc, lorsqu'on ne travaille pas, on ne crée pas de richesse. Donc, quelqu'un, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de valeur, parce qu'il ne peut pas travailler, mais il a des valeurs. Donc, le travail, vous pouvez dire que c'est une valeur, mais elle n'est pas universelle. Parce qu'encore une fois, vous avez des pays qui n'ont pas de travail. En tout cas, une grande partie, le taux de chômage dans certains pays d'Afrique, c'est 70%. Donc, on n'est pas autorisé de dire c'est 70% d'un pays qui fait 100 millions d'habitants, 70 millions d'habitants n'ont pas de valeur. Alors, c'est quoi une valeur? C'est quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous faites dans votre vie dont vous êtes fier. C'est ça une valeur. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut décliner cette valeur. Alors, comment la décliner pour être justement humain? Donc, première valeur que j'ai choisie dans mon groupe, d'ailleurs pour les gens qui aiment le rugby, c'est les mêmes que j'ai choisis pour mon club. C'est les mêmes que j'ai choisis pour l'équipe de France, dont je suis le sponsor. C'est les mêmes, par hasard, que je trouvais dans l'équipe des All Blacks en Nouvelle-Zélande. Ils avaient, comme par hasard, depuis des générations, ces mêmes valeurs que nous. Le respect. Le respect, c'est quoi? Le respect, c'est l'élégance de l'âme. Lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, lorsque vous avez quelqu'un qui est tout haut de téléphone, comme ce fut le cas avec Martine, eh bien, j'ai le plus grand respect. Je ne la connais pas, mais je la respecte. Mais je ne suis pas naïf. Et mon intuition a fonctionné. J'ai senti à sa voix, à sa façon de présenter, beaucoup de modestie, beaucoup d'élan, beaucoup de générosité. Donc, je l'ai respecté. On a dialogué beaucoup pour que je sois avec vous aujourd'hui et je suis encore une fois très heureux. Deuxième valeur, le respect, c'est l'élégance de l'âme à l'égard d'une personne que vous connaissez, mais c'est surtout à une personne que vous ne connaissez pas, tel que c'est le cas avec Martine. Elle ne me connaissait pas. Elle me connaissait, pardon, moi je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, on se connaît grâce à la valeur qu'elle a, qui est le respect, et grâce à ce que je représente pour elle comme une personne qui la respecte. On a noué un dialogue, j'ai créé une amitié avec elle, et puis on se verra ou on ne se verra pas, c'est pas très important, j'espère qu'on se verra, dans la mesure où je peux, dans la mesure où elle peut, dans la mesure où les circonstances le permettent. Deuxième, donc le respect est une valeur universelle. Vous pouvez ne pas
ne pas pouvoir parler la langue de quelqu'un lorsque vous êtes dans un pays étranger, mais c'est votre regard, votre geste, votre gestuelle, votre façon de se comporter. Vous envoyez des messages, vous envoyez des signaux et c'est très important. Alors, au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vos salariés qui vous connaissent, il y en a beaucoup, hélas, que je ne connais pas, qui travaillent pour moi, mais je ne peux pas connaître tout ce monde-là, hélas. Dans le monde, nous avons quelque chose comme 3500 endroits où vous avez des sites où des gens Altrad, ils travaillent pour Altrad que je ne connais pas. Vous regardez le chemin parcouru, Florensac. Au début, je crois qu'on était à la reprise de cette société, il y a 37 ans. Eh bien, je connaissais tout le monde qui travaillait dans l'entreprise. Je connais les enfants, les prénoms, les dates de naissance, les anniversaires, etc. Aujourd'hui, hélas, je ne peux plus le faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc, aujourd'hui, je crie un petit message tous les mardis et tous les jeudis, un petit message de 3 paragraphes. Et une fois ce message est composé, on a une application qui s'appelle Altrad App, comme disent les jeunes. J'appuie sur un bouton et les 60 000 personnes reçoivent simultanément. Alors c'est un message qui est très difficile chaque fois à composer. 3 paragraphes, je mets 3-4 heures parfois pour le composer. Parfois j'écris, je ne suis pas content, je le jette, je reprends, c'est ça l'écriture. Et ces messages disent quoi? Il y a une idée, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit universelle, mais il faut que vous créiez l'émotion. L'émotion, c'est quoi? Eh bien, c'est une chute verticale de votre conscient. Voilà ce que c'est l'émotion, la définition de l'émotion. C'est ça ce que ça signifie. Donc, ça passe, votre message passe. Je reçois évidemment beaucoup de retours, des gens qui vous parlent finalement, qui parfois ils vous font juste un signal avec les mains, vous savez comme on sait le faire aujourd'hui avec les textos, donc ils sont contents. C'est comme ça que vous arrivez, au lieu de connaître les dates de naissance, les anniversaires, que sais-je encore, les mariages, etc. Ben, c'est ça votre moyen de communication qui remplace tout ceci, qui n'est plus possible matériellement. Vous ne pouvez pas être partout, dans je ne sais plus combien de sites, comme je l'ai dit, 3400. Alors, je reviens aux valeurs. Donc là, vous parlez de respect, mais vous pouvez parler de courage. C'est une valeur universelle. Le mot courage a été synonyme par le passé de guerre. On est courageux, je vais détruire l'adversaire, j'ai une armée, j'ai ce qu'il faut pour détruire l'adversaire. C'est fini ça. Hélas, ceux qui font de la guerre aujourd'hui, de cette façon-ci, ce n'est pas du courage, c'est le contraire du courage. Alors le courage aussi, c'est de maîtriser ces impulsions négatives. On en a tous. Maîtriser cette partie-là de vous-même et être cette énergie que vous avez pour faire la guerre comme on la faisait autrefois. Ben, il faut la guerre, c'est destructeur. Et bien utiliser pour faire autre chose que destructeur et comme ça vous rendez service à l'humanité. Bien, j'arrête là. Il y a beaucoup de valeurs. On en a 5. Courage, humilité. Je l'ai dit, l'humilité, c'est quoi l'humilité finalement? C'est connaître ses limites. En tant qu'homme, par définition, on est tous limites. Il y aura toujours quelqu'un plus courageux que vous, plus généreux que vous, plus travailleur que vous, plus talentueux que vous. Donc ça doit vous inciter à rester humble, justement. L'humilité, c'est être humble dans sa démarche. Ce que vous avez, essentiellement, en partie, c'est matériel. Cette partie-là peut disparaître très vite. Altrad, dans son histoire, surtout au début,
Ben, il y a eu plusieurs endroits où le groupe aurait pu disparaître. Au début, c'était une société, après une autre, après une autre, après une autre. Mais chaque fois, c'est un risque supplémentaire que vous prenez. Chaque fois, votre risque est encore plus important, en termes financiers, en termes humains, à tout point de vue. Donc, c'est ça. Donc, mon histoire a continué, elle continue de façon construite, solide, forte. Donc, d'une entreprise qui était en faillite, pas loin d'ici, de Florensac, eh bien, fabriquer des échafaudages. Qu'est-ce qu'un échafaudage? C'est un produit tout à fait banal, il n'y a rien de spécial. Pour faire de l'échafaudage, on utilise l'acier, c'est-à-dire du tube. Mais le tube, on ne les fabriquait même pas. Donc on achète le tube, qu'est-ce qu'on fait sur le tube? Ben, on coupe, on perce et on soude. Vous n'allez pas me dire que ce sont des opérations compliquées. Mais à l'époque, j'ai vu à travers ce produit quelque chose comme un élément essentiel à la vie. On ne peut rien faire sans l'échafaudage, finalement. C'est banal, mais c'est nécessaire. Si vous voulez construire une maison comme ça, il vous faut des échafaudages. Très vite, vous allez sur un chantier qui est en construction, vous trouvez de l'échafaudage, mais vous allez trouver quoi d'autre? Vous allez trouver une bétonnière, une brouette. Bien donc, vous vous dites, mais si je peux fabriquer des brouettes, je peux fabriquer des bétonnières. Donc petit à petit, ben, vous construisez. Il y a une méthode. Mon ami d'il y a 37 ans, que je n'ai pas vu, il me dit, tu avais une méthode. Mais il me le dit, mais je ne sais pas à quoi il pense, mais en tout cas, il a vu une construction qui se faisait, qui se consolidait. Mais il a vu sûrement ce que je disais. Vous ne faites rien tout seul, faites quelque chose aussi avec les autres. Mais faire quelque chose avec les autres signifie quoi? Signifie que vous pensez à eux. Mais comment on pense à ses salariés? On pense à ses salariés en s'intéressant à eux, à travers les valeurs, les quelques valeurs que je n'ai pas fini de vous raconter. Eh bien, le premier geste, si vous partez du principe que votre salarié il doit avoir le même rendement, par exemple dans l'usine, la même productivité, ben vous vous trompez, il ne le fera pas. Et donc si vous allez le faire remarquer, sans comprendre les motivations de cette baisse de productivité, ben vous avez tout faux. Vous avez tout faux, vous allez l'engueuler, vous allez lui envoyer un avertissement. Par contre, vous pouvez lui envoyer un message très fort en le regardant et en lui disant « Je vois que ça n'allait pas aujourd'hui, ok? C'est pas grave, je suis là pour toi. » Mais sans les paroles, c'est un discours muet. Il va le comprendre. Et puis il va surmonter ses difficultés. Vous créez ce lien humain parce que les liens matériels vous me font peur. Vous faites quelque chose avec les autres, il faut les rémunérer correctement. C'est-à-dire, il faut les payer. On a une structure de rémunération où chaque personne a un salaire fixe. Le salaire fixe est déterminé en fonction de job que vous donnez à la personne, en fonction du niveau de ce job-là. Est-ce que c'est un ingénieur? Est-ce que c'est un soudeur? Est-ce que c'est autre chose? Mais vous partez aussi du principe, tout le monde ne veut pas travailler spécialement beaucoup plus. Okay? Donc vous allez ajuster cette partie-là. Celui qui peut travailler plus, il faut laisser la possibilité de travailler plus et de gagner plus. Et vous laissez tranquille l'autre qui ne veut pas travailler plus, il veut juste un salaire fixe. Donc on a créé un système de bonus, on l'appelle. C'est un bonus où la personne est payée en plus de son salaire fixe, selon des critères à déterminer avec le salarié, pour qu'il ait la possibilité de gagner plus. Tous les mois.
on a créé autre chose pour ceux qui veulent s'inscrire dans la durée, dans cette aventure Altrad, qui est une aventure humaine. Vous lui dites, ben, écoute, tu investis 1 euro et moi j'abonde 1 euro de plus, donc je double ton investissement. Et si tu restes dans l'entreprise, et en fonction du résultat de l'entreprise chaque année, on cumule tous les gains, et au bout de 4 ans, tu as un gros chèque finalement. Donc je ne m'attarde pas trop là-dessus. Donc vous avez quelque chose comme au restaurant à la carte. Il y a plusieurs menus, tu choisis ce que tu veux. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Après, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que vous fassiez attention à toutes les parties prenantes de l'entreprise. L'essentiel, c'est le salarié, je viens de dire. Mais il faut penser au fournisseur. Et il faut que le fournisseur, vous le payez en fonction de ce qu'il vous livre, en fonction de la qualité de ce qu'il vous livre. Et comme ça, vous pouvez les fidéliser. Mais il faut penser au client également. Le client, c'est celui qui nous fait vivre, donc il faut lui rendre le service qu'il souhaite. Il faut lui rendre respecter le planning que vous avez fait avec lui pour que son chantier se termine à temps, etc., etc. Donc vous créez, mais il faut que vous pensiez aussi aux banquiers, parce que sans banquier, on ne peut pas travailler en France et partout dans le monde. Vous ne pouvez pas payer vos gens comme ça, vous entassez de l'argent, je ne sais pas, dans une pièce et vous donnez des billets. Il faut déclarer ça, il faut une fiche de paye, il faut qu'un transfert bancaire ou un chèque que vous faites pour payer les gens. Le banquier, aujourd'hui, on ne peut rien faire contre sans le banquier. Je vous donne l'exemple, et ça c'est très important, je vais vous raconter ça. À mes débuts, la première année, la première demande que j'ai faite à une grande banque de prêt, c'était à l'époque, on est en 1985, beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, eh bien, la demande de prêt, c'est l'équivalent de 30 000 francs. Quoi, c'est quoi, quelques milliers d'euros. Ben, la réponse était non. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait continuer à travailler, redoubler de travail, d'énergie, motiver vos salariés, vous leur expliquez ce qui se passe, et puis vous allez y arriver. L'échéance que vous ne pouvez pas payer à l'époque, ben, vous allez pouvoir la payer. C'est produit. Certains salariés disent, monsieur, vous ne me payez pas ce mois-ci. Okay? Vous me payez quand vous pouvez, en quelque sorte, en totalité ou en partie. Ce même banquier, le 4 mai, je lui ai demandé de me prêter 2,5 milliards d'euros. Ben, il me dit, monsieur Altrad, vous le voulez la semaine prochaine ou la semaine d'après? Voilà, vous voyez, mais je n'en tire aucune vanité, ni rien du tout. Je dis, il faut que je me place à la place du banquier. Le banquier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il travaille avec l'argent des autres, c'est-à-dire votre argent. Donc lorsqu'il le prête, il prend des risques. Le risque, c'est que vous ne remboursez pas, vous ne payez pas les intérêts. Donc il faut encadrer cette partie-là avec le banquier. C'est-à-dire lorsque vous promettez des choses, vous avez tout à fait intérêt à ce que ça se produise. Le banquier a une mémoire d'éléphant, mais il a un courage qui est très faible. Okay? Parce que, à juste titre, il n'a pas les moyens d'être courageux, vous comprenez? Parce que lui aussi peut faire faillite. Et c'est produit dans l'histoire des 20 dernières années des banques qui ont fait faillite, qui ont disparu. Donc, voilà ce que j'appelle les parties prenantes de l'entreprise. Donc, mais je peux vous parler pendant très longtemps, mais je souhaite qu'on dialogue. Je ne sais pas si c'est mon discours et c'est celui que vous souhaitez, que vous attendez, mais bon. Je prends des risques à vous parler ainsi.
Mais c'est peut-être qu'on dialogue entre nous. On va y aller, on va faire des dialogues. On vous a laissé, on peut applaudir Monsieur Moed Altrad qui vous a expliqué d'abord, vous allez voir le banquier, vous lui demandez 30 000 euros, puis après 2 milliards, ça passe. Voilà, donc, non, je plaisante, évidemment. Alors, évidemment, vous avez compris que ce soir, on va vous laisser vous désaltérer, bien évidemment. Si vous avez des questions à poser à Monsieur Altrad, bien sûr, sur l'entreprise, évidemment, sur le sport aussi, puisque bon, on peut parler aussi du MHR, donc, où il est le propriétaire, mais beaucoup d'autres questions encore sur l'entreprise. Donc, Martine, je crois que vous avez une première question à poser à Monsieur Altrad. Alors, prenez le micro, c'est mieux. Oui, c'est mieux. J'en ai plusieurs, effectivement. Vous avez parlé des années 85, on est maintenant en 2022. Certaines personnes dans cet espace, à chaque fois j'ai envie de dire dans la salle, dans cet espace, on a l'école, le lycée Charles Aliès de Pézenas qui est là. Donc il y a des étudiants, il y a des gens qui vont peut-être se lancer dans une entreprise. Il y en a qui sont juste un peu moins jeunes, qui vont aussi se lancer dans une entreprise après une expérience professionnelle un peu moins heureuse, pour ne pas dire malheureuse, mais c'est une expérience de toute façon. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à l'entrepreneur qui a envie de se lancer, qu'il ait 24 ans, 26 ans, ou qu'il ait, allez, on va être gentil hein, avec vous, qu'il ait, allez, 40 ans? Oui. Ben, je ne suis pas sûr d'avoir des conseils. Vous savez, si je m'appuie sur mon histoire, l'argent, je crois que vous l'avez entendu dans le film, ça n'a jamais été ma motivation en tant qu'émigré, disons les choses comme ça, devenu français, parce que son pays d'origine ne lui accordait plus le passeport, etc. Je suis devenu français. Mais on voyait que, surtout à mes débuts, que je ne maîtrisais pas tout à fait la langue. Je ne sais pas si je maîtrise encore la langue, je ne suis pas sûr. Juste un peu mieux. Je plaisante. Un peu mieux. Je plaisante. Oui, très bien, très bien. Vous avez raison. Non, je plaisante. Donc, ma motivation a été d'être un humaniste, tout simplement. Parce que j'ai connu le racisme dans ce pays. La France, ce n'est pas un pays raciste, mais il y a des racistes, oui. Hélas. Il y en a, je vous rassure, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Par exemple, le premier bilan de mon entreprise a été regardé 10 fois par les banquiers, par exemple. Vous voyez, pourquoi? Parce que, voilà, il y a un arabe, un immigré, qui a participé à la création des premiers ordinateurs portables. C'est son même métier. Donc, j'étais informaticien, mais qui vient acheter une entreprise d'échafaudage en faillite que personne n'en voulait. Donc là, vous avez un cocktail très dangereux finalement et que ça ne marche pas. Donc ma démarche jusque-là, ma démarche est de gagner ma place dans ce pays en fait. C'est ça. Alors, je ne suis pas jeune, je ne suis pas très vieux, mais je continue. Je vais vous interrompre, excusez-moi. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui dit toujours on a tous le même âge, mais pas au même moment. Je pense que vous savez de qui je parle. Oui, oui, absolument. Donc, n'est-ce pas, monsieur Mentionne? je voulais gagner ma place en tant qu'humaniste. Et c'est pour ça que je reviens à l'entreprise. Certains de mes collègues, je les appelle mes collègues, notamment Antoine Martinez, qui est là, ben, il me connaît depuis une dizaine d'années, parce qu'il nous a rejoints il y a un peu moins de 10 ans. Ben, il sait que ce que je dis est vrai. C'était mon discours à l'époque vis-à-vis d'Antoine et d'autres dans le groupe. À l'époque, on était tout petits. Hein. Je crois que la société faisait quelque chose comme 500 ou 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va faire pas loin de 5 milliards cette année. Oui, 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous avez le premier groupe mondial dans son métier. Mais je reprécise le métier d'Altrad. Ce n'est plus l'échafaudage. Ce n'est plus l'échafaudage. L'échafaudage est devenu justement une petite offre de l'offre globale Altrad. Aujourd'hui, on fait des centrales nucléaires. On fait des raffineries. On fait des sous-marins nucléaires. Bien sûr, il y a l'échafaudage. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut rien faire dans la vie sans l'échafaudage. Donc c'est devenu ça. Mais pourquoi c'est devenu ça? Parce que ça contribue, tout ce qu'on fait, ça contribue
à la société, à la cité. Vous le faites à Florensac, après vous le faites dans votre pays, donc d'accueil. Après vous le faites dans d'autres pays, et petit à petit vous participez à l'humanité. Dans des groupes comme ça, on a une obligation sociale et sociétale très importante, protéger, contribuer à la gestion de l'environnement, participer à des actions humanitaires. Il y a des gens qui n'ont pas assez à manger. Participer à l'éducation des femmes qui ne connaissent pas l'école, etc., etc. Donc on fait tout ça. On fait tout ça. Donc voilà ce que je fais. Qu'est-ce que je donne comme conseil à un jeune? Il faut qu'il se pose la question, sa raison d'être. Quelle est ma raison d'être? Je suis là, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Après, c'est très difficile conseiller des gens, mais grâce à cette construction, ben voilà, on a créé un champion du monde sur la durée dans un pays qui s'appelle la France. Et je suis très heureux d'être français, enfin. Voilà, donc les conseils, ça a répondu à votre question, Martine. Je crois que vous en avez une autre. Je peux avoir la deuxième. Je ne prends pas toute la place. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez au vôtre, voilà, s'il vous plaît. On aura un micro qui va circuler, oui, évidemment. Parce que vous avez écrit plusieurs livres, pardon. Vous avez écrit plusieurs livres, dont le premier qui s'appelle Badawi. Je ne veux pas dévoiler de grands secrets, mais je vous avais demandé de le dire, mais vous préférez que ce soit moi. Donc, je me permets de le faire. Je vous ai prononcé pas mal de remerciements venant de mes adhérents, venant de tous ces gens qui sont là, parce que tous ne sont pas adhérents que le Molière, mais peut-être bientôt. C'est un petit message qui passe. Comment dire, c'était une récompense que vous soyez là pour eux. Or, vous m'avez dit, mais moi je veux les récompenser, c'est moi qui souhaite leur dire merci. C'est quand même extraordinaire, non? Monsieur Altrad qui souhaite vous dire merci à vous, non pas que ce soit péjoratif, le vous, mais quand même, bravo. Oui, on y va, on applaudit parce que Monsieur Altrad, Monsieur Altrad, c'est lui qui vous dit merci. Et comment il va vous dire merci? Tout simplement en offrant à chaque personne. Non, c'est rien. Voilà, c'est peut-être là. Faut pas mettre les mains devant, je crois. Hein, c'est ça. Pour vous remercier, il vous fait un cadeau. Et vous savez ce que c'est que ce cadeau? C'est tout simplement, elle est un petit peu plus loin dans son histoire. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce bouquin. C'est Badawi. Et quand vous partirez tout à l'heure, vous aurez un livre qui vous sera remis. C'est pas nous qui avons acheté les livres, c'est Monsieur Altrad qui vous les offre pour vous remercier de l'avoir invité. Donc merci à vous. Et du coup, arrive ma question, parce que je n'ai pas oublié de vous poser la question. Vous qui vous intéressez de très près à la culture, à l'éducation des femmes, à l'éducation dans tous les pays, je me dis, avec ces talents d'écrivain que vous avez, cette proximité de l'être humain que vous souhaitez avoir, c'est vous, alors que vous qui mettez votre main dessus. Hein. Elle va vous accuser, attention, hein, vous ne la connaissez pas. Hein. Elle est capable. Elle en est capable. Allez-y, Martine, continuez. Non, je ne frappe pas. Du coup, il s'est reculé quand même. Est-ce que vous avez pensé, peut-être, ou déjà c'est fait, du coup, je ne sais pas, créer une école de l'entrepreneur. Apprendre à créer. On a déjà tout ça dans nos écoles à nous, mais j'ai envie de dire, ça reste théorique. Vous avez toute une vie qui est encore bien longue, de pratique, d'expérience, d'échecs aussi, parce que je pense que de temps en temps, vous avez un petit peu connu d'échecs. Tout ça, ça vous a permis de grandir. Est-ce que ça, on peut créer une école, on peut créer un programme, un parcours, quelque chose comme ça, pour aider tous nos jeunes à devenir entrepreneurs? Martine, on peut faire beaucoup de choses dans la vie, mais on ne peut pas tout faire, hélas. C'est juste une idée. Ne serait-ce que par manque de temps et une des choses on fait beaucoup de choses à ce domaine-là. On consacre, je crois qu'1,5 ou 2% de notre résultat annuel pour des choses comme ça. Ça fait plusieurs millions chaque année, hein, donc c'est très important. Donc
par exemple, je vous prends ce que j'ai fait pour la ville de Florensac. En 1985, j'ai découvert qu'il y avait un atelier qu'on appelait l'AVH, il s'appelle toujours l'AVH, atelier de vallée de l'Hérault. Il y a des enfants handicapés. Et l'handicap n'est pas physique, il est mental. S'ajoute à cet handicap mental un handicap affectif, c'est-à-dire ce sont des enfants dont les parents ont découvert qu'ils étaient handicapés mentaux, ils les ont abandonnés, c'est-à-dire on s'est trouvé avec ces enfants-là dans cette association. La première chose que j'ai faite, c'est vraiment dès le départ. Donc, pour vous dire que j'avais ce souci-là. Donc, on a créé un atelier pour eux où ils pouvaient fabriquer des produits très simples. Vous voyez, on faisait à l'époque, on a inventé une gamme de produits qui sont les bancs publics. Qu'est-ce qu'un banc public? C'est un châssis forgé, c'est-à-dire c'est fait de façon, c'est fait ailleurs par eux. Et tout ce qu'on leur demande, de prendre ce châssis et fixer en boulon des lattes de bois pour qu'on puisse s'asseoir et endosser. Et on les a fait travailler jusque-là, ils travaillent pour nous. Tous les mois, ils avaient un bulletin de salaire, ils étaient salariés. Mais c'est très aménagé pour que ça soit adapté à leurs conditions physiques, mentales, etc. Et avec des normes de sécurité très strictes. Aujourd'hui, on découvre, le temps qui passe, eh bien, ils sont à la retraite. Mais ils n'ont pas de maison de retraite. Donc, le groupe Altrad a investi 1 million d'euros pour créer une maison de retraite pour ces gamins. Mais vous voyez, c'est ça qui est très important. On fait beaucoup de choses. Pourquoi pas à l'école? J'investis beaucoup dans le rugby, je crois qu'on en a parlé, le rugby mondial, et notamment de Montpellier. Pourquoi, entre autres, ça m'a intéressé? J'ai jamais été voir un match de rugby à Montpellier, ni ailleurs d'ailleurs, avant de reprendre le club. Mais on pourra parler dans quelles conditions ceci a été fait. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait la capacité de faire grandir une école, justement. Une école qui a pour vocation de prendre les gamins de 5 ans jusqu'à 17 ans. Et on les forme au rugby, mais on les forme. Ils ont un programme scolaire, on les loge et on les nourrit. Vous voyez. Donc on leur dit deux choses. Si tu n'es pas bon en rugby, on ne te garde pas. Donc ils deviennent bons et ils se motivent. Et si tu n'es pas bon à l'école, on ne te garde pas non plus. Avec cette façon de faire, eh bien, on a formé une école de formation. Voilà, on a créé une école de formation qui forme des gamins. Qu'est-ce qu'on trouve comme gamins? La majorité sortent de quartiers difficiles, de la paillade, il y en a plein à Montpellier. Montpellier a une belle image, mais il y a beaucoup de misère aussi, voilà, tout simplement. Et donc il y a des gamins qui n'ont pas de quoi manger correctement dans leur famille. Je cherche à les structurer. Donc c'est une école. Je l'ai fait avant que vous me demandiez. C'est bien. Voilà. Voilà, donc on reviendra un petit peu sur le rugby tout à l'heure, bon, on mettra un petit peu le côté sportif. Est-ce que vous avez dans l'assistance des questions à poser à Moued Altrad? Monsieur Guy Martimor, on va vous faire passer le micro et on va écouter votre question que vous posez à notre invité ce soir. Monsieur Guy Martimor, c'est à vous. Bonsoir Moued. Donc moi, mon souci, c'est toujours les TPE, les petites entreprises patrimoniales, donc du Picénois et du Biterrois. Et celles qui sont ailleurs, là où vous avez vos multiples implantations. Est-ce que vous avez dans votre démarche d'entreprise le souci du ruissellement, cher à notre président, mais du ruissellement de l'entreprise Altrad vers les TPE environnantes qui peuvent être un fournisseur ou un client, un partenaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre démarche d'entreprise? Voilà.
Honnêtement, non, hein, parce que si vous voulez, on s'est éloigné de notre métier d'origine, hein, que je vous l'ai dit. La partie échafaudage dans notre offre est minime aujourd'hui. Donc, c'est un groupe d'ingénierie, quoi, comme on le dit. Donc, il ne trouve pas spécialement d'application. On me dit, mais pourquoi vous ne faites pas créer des grandes sociétés à Montpellier? On n'a pas de société à Montpellier. Il y a le siège de la société holding à Montpellier. Et on leur dit, on fait du pétrole et du gaz, quoi, et des centrales nucléaires, etc. Et des sous-marins, et puis beaucoup d'autres activités liées à l'énergie. À Montpellier, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de sous-marin. Donc je ne sais pas si je crée une société avec 1000 personnes, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces 1000 personnes, vous comprenez? Donc c'est selon les circonstances, si vous voulez. Après, si vous partez du principe qui est le mien, de dire mon pays c'est la terre, finalement, bien sûr, c'est un groupe français. Et d'ailleurs, l'État français est actionnaire à hauteur de 10% chez Altran. Et des grandes banques, encore 10%, et puis le reste, c'est moi-même. Donc, oui, non, si vous voulez. Si je trouve une opportunité plus facile, plus appropriée, plus adaptée, etc., oui, je le ferai. Mais je n'ai pas non plus de demande spéciale. Je dirais, il y a des politiques dont seul métier de favoriser la création d'emplois et l'économie. Et je reste dans mon métier de chef d'entreprise et que je suis très heureux de discuter de projets de ce style avec eux. Mais voilà, c'est une porte ouverte pour les hommes politiques pour qu'ils formulent, s'ils le souhaitent, quelque chose auquel je pourrais participer, oui. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Martimore? Très bien. Est-ce que d'autres personnes dans l'assistance, il y a des questions qui sont à poser. On vous écoute. Bonjour, Monsieur Altrad. J'avais une double question. La première, c'est que c'est un constat économique actuel. La plupart des économistes prévoient une crise assez sévère dans les mois et voire années à venir. Alors, ce ne sera pas la première et peut-être pas la dernière. Mais quelle est votre vision de l'avenir aujourd'hui de l'entrepreneuriat sur cette crise qui peut arriver? Est-ce qu'il y a des solutions pour la traverser plus facilement que ce qu'on pourrait croire? Et deuxième chose, qu'est-ce que vous avez fait peut-être pour déjà prévoir cette crise-là? Oui, mais vous voyez, votre question, je me suis posé cette même question je crois qu'il y a 2 semaines, Antoine. J'ai créé un billet. Et vous regardez ce que s'est passé ces derniers temps. Rappelez-vous, le 17 mars 2020, on était tous confinés, d'accord? Je me posais la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais comme je me trouve complètement isolé dans un petit coin de ma maison, mais je devais travailler, mais je ne peux pas sortir. Donc je me suis mis à faire des billets, j'ai expliqué tout à l'heure. Et ce billet-là, justement, répond à la question que vous posez. Vous entendez les analystes, les politologues, les sociologues, les philosophes, etc. Ils vont vous dire, le monde dans lequel on vit ne sera plus jamais comme avant. D'accord? Mais ce n'est pas vrai. Oui, regardez, on vit ensemble. On vit bien malgré tout. Après, c'est ajouté, parce que la pandémie, le Covid n'est pas terminé. Il y a beaucoup de pays où il y a encore des morts. Ça existe aujourd'hui. En Afrique, ils n'ont pas de vaccin. Dans d'autres pays, tels que l'Inde, c'est pareil. Voilà, vous avez 1,2 milliard de personnes qui ne sont pas tous vaccinées, au moins le premier vaccin. Donc, est-ce que le monde a changé? Je ne crois pas. L'homme est resté l'homme. Il n'a pas tiré les conséquences de ceci. Est-ce qu'il est devenu plus humain? Davantage dans le sens pour lequel je milite à l'instant, de vous dire il faut penser aux autres. Si vous ne pensez pas aux autres, les autres ne pensent pas à vous. Donc créer, oubliez l'égoïsme. Tout à l'heure, quelqu'un, en aparté, me parlait, c'est quoi l'égoïsme? Il le décrivait d'ailleurs très bien. Mais l'égoïsme, ça peut être une énergie, d'ailleurs, ce sont ses propos. Mais cette énergie, elle peut être positive ou négative.
Si vous êtes plein d'énergie, vous pouvez détruire, mais vous pouvez aussi faire du bien. Choisissons quelque chose, cette énergie, pour faire du bien à l'humanité. Mais si vous faites à l'humanité, ça rejaillit sur vous. Mais après, chacun d'entre nous me dit, c'est quoi? Moi, je suis une goutte dans un océan. Oui, d'accord, mais on peut faire quelque chose. Ça demande un élan collectif, une générosité, un discours politique qui est absent aujourd'hui sur le plan mondial. Est-ce que les motivations de Poutine sont les mêmes que Macron, que le président des États-Unis? C'est pas évident. Donc chacun réagit de façon égoïste au niveau des nations, tel que je l'observe. Donc vous dire, faire des prévisions, je vous assure, aujourd'hui, une des difficultés, ça rejoint votre question, est-ce que j'encourage un jeune de se jeter, d'entamer une aventure entrepreneuriale? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas lui dire ça. Ou je ne sais pas lui dire quoi que ce soit. Donc je dis tout simplement, restons optimistes. Il y a de quoi vivre bien, mais à condition que tous ensemble on travaille bien. Voilà. Or, ce n'est pas ce qui se passe sur Terre aujourd'hui. Voilà pour cette question. Tout convient. Monsieur ici au milieu, donc avec une question. On va y passer le micro pour Moed Altrad. Le temps que le micro arrive. Bien entendu, préparez vos questions. S'il y aura d'autres personnes qui auront des questions après à poser, monsieur devant avec le chapeau, très bien. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, une question très courte. Le soir, quand vous vous endormez, vous rêvez à quoi? Je dors pas beaucoup, donc je rêve pas. Non, blague à part, d'abord, je dors pas beaucoup, ça c'est clair, parce qu'il y a toujours des sujets, des soucis, des réflexions, etc. Et je suis complètement investi dans ce que je fais, dans les actions autres que l'entreprise. L'écriture, ça prend beaucoup de temps. Et l'écriture, d'ailleurs, au passage, vous parliez de Badawi. Donc, je n'ai pas de rêve. Hein. Après, je vais dégraisser sur autre chose. Donc, Badawi, que vous allez lire, j'espère que vous allez m'envoyer des critiques parce qu'on s'améliore. C'est pas parce qu'on a écrit un roman qu'on devient un romancier, parce qu'il y a toujours, et là on fait appel à l'humilité, ne croyez pas que vous êtes un bon romancier, parce qu'il y a toujours quelqu'un, en tout cas le meilleur romancier qui puisse exister, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va écrire beaucoup mieux que vous, avec plus de passion et d'émotion que vous pouvez faire. Donc, humilité. Badawi, c'est un roman en partie autobiographique, mais pas en totalité. Voilà. Donc, je cherchais, c'est un texte qui n'est pas récent. J'ai écrit 3 romans, Badawi, L'hypothèse de Dieu, et puis La promesse d'Anna, encore une autre. Et puis, ça fait 10 ans que je cherche à sortir un roman qui, j'espère, va sortir d'ici l'année prochaine. Donc, Badawi, les messages que véhicule Badawi sous forme de roman, eh bien, c'est ces messages que je vous passe ici. Vous voyez, donc mon discours n'a pas changé. Je pense que c'est élargi de par la vision, par les expériences, par les observations qu'on peut avoir dans la vie. Mais un roman, c'est un message. Si vous voulez être romancier, il faut que vous ayez des messages. Pour que le roman, pour que le texte rencontre son lecteur. Donc il faut qu'il y ait des messages. Les messages de Badawi, je ne vous les dis pas parce que vous allez les découvrir. Donc j'en profite il y a plusieurs types d'écriture. Je parle du roman. Vous avez la biographie, c'est quelqu'un qui écrit sur quelqu'un d'autre. Vous avez l'autobiographie, c'est-à-dire c'est vous-même qui écrivez sur vous-même. Vous avez le roman tel qu'on le trouve. Donc c'est une fiction. Donc le dernier type d'écriture de roman, c'est la fiction. Après, c'est un autre métier et je dois dire, j'ai souffert de ça pour arriver. Et ça rejoignait pourquoi je fais des romans. D'abord, un chef d'entreprise qui lit tout simplement, je ne sais pas ce que ça...
sais pas si c'est une majorité de chefs d'entreprise qui lisent. Un chef d'entreprise qui écrit, je sais pas, sur la gestion, sur les ressources humaines, sur la finance, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Un chef d'entreprise qui écrit des romans, moi j'en connais pas. Peut-être vous en connaissez. Voilà. Donc c'est un exercice, mais qui contribue à la même chose, maîtriser cette langue, même si j'ai toujours en partie mon accent, c'est mon influence, le peu qui me reste de mon côté oriental. Mais voilà, je pense que j'ai apporté quelque chose à la littérature à cause de ce mélange Orient-Occident. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les critiques au moment où Badawi est sorti, quoi. Voilà pour la question de monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait monsieur avec le chapeau. Là, monsieur derrière, allez-y, après ce sera vous. On vous écoute. Monsieur Altrad, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans plus de 100 pays. La question que je me posais, j'en ai deux. C'est la première, c'est comment s'est passée votre première acquisition à l'international, donc la première société que vous avez réussi à acquérir. Et la deuxième, c'est pourquoi passer de Mohamed à Moed Altrad. J'étais un petit peu étonné. Donc oui. voilà, ce sont les deux questions que j'ai à vous poser. Merci. Si vous voulez, vous m'amenez à évoquer des choses. Martine dit, voilà, donne à peu près l'ampleur de mon âge ou de ma jeunesse, je ne sais pas. Mais je ne connais pas mon âge. Voilà, mais il fallait à un certain moment pour venir en France, il fallait avoir un passeport. Sinon, on ne peut pas voyager. Et il fallait vite créer, l'état civil, créer un passeport. Mais à partir de rien. Il vous regarde et il dit, ouais, tu as 10 ans. Et c'est tout ce qu'il y a sur le passeport. Il n'y a pas le jour, il n'y a pas le mois. Voilà. Est-ce que cette date qui a été choisie de façon arbitraire par un officier d'état civil est bonne? Je ne sais pas. Mais je vous rassure, je ne suis pas très jeune. Je ne suis pas très vieux. Mais en tout cas, je suis jeune dans ma tête parce que je fais des projections pour les 20, 30 années qui restent. Et c'est ça qui est important à la vie. Je sais que je suis éphémère, comme nous tous, mais autant faire quelque chose. De toute façon, vous allez partir. Donc, faites quelque chose pendant que vous êtes vivant. Profitez-en. Prenez le temps. Est-ce que ça répond à vos deux questions? D'abord, ça ne répond pas à votre question. Oui, la deuxième, par exemple. Non, pardon, je réponds. Hein. C'était très naturellement. J'ai créé une filiale en Italie qui vendait des produits qui étaient fabriqués à Florensac, en fait, hein, c'est ça. Après, il y en a une autre. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a sûrement plus que 200. Très bien. Il y avait le monsieur avec le chapeau, voilà, qui avait une question à poser. On vous écoute, monsieur. Bonjour, bonsoir, tout d'abord. Bonsoir. Vous nous évoquiez tout à l'heure les valeurs du sport et associées aux valeurs de l'entreprise, puisque vous parliez de projection. Que projetez-vous, pour votre groupe, surtout dans le rugby à Montpellier ou ailleurs? Le groupe, si vous voulez, il est très solide. Il a des fondamentaux vraiment solides. Mais l'actif le plus important, c'est les gens de l'entreprise, parce que vous avez réussi à faire transmettre, à faire vivre cette expérience qui est la vôtre. Il se l'approprie, je vous assure, il se l'approprie. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de problème au groupe Altrad. Il y a toujours des petites histoires à gauche, à droite, mais il n'y a rien de fondamental. On a cru de façon très importante, c'est le seul groupe, d'après moi, au monde qui a une croissance moyenne sur 37 ans à 2 chiffres, qui n'a jamais perdu d'argent. Ça n'existe pas. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire dans la durée. Il faut de la résilience, il faut de la persévérance, il faut de l'audace aussi. Et l'audace peut être individuelle, mais c'est surtout collectif. Si je suis audacieux, je suis tout seul, je n'irai pas très, très loin. Donc fédérez le plus de gens autour de vous, vous créez une grande famille et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Après, comme disent dans mon pays, Inch'Allah, hein, vous pouvez rencontrer des obstacles insurmontables de toutes sortes.
et puis l'histoire s'arrête. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Monsieur Altrad? Monsieur, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, bonjour tout le monde, Franz Gadonnet. Oui, en effet, j'ai une question. C'était tout simplement de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas pourquoi on ne prendrait pas un peu le large, on ne se reposerait pas, on ne se laisserait pas un peu tranquille? Et est-ce que cette question, vous la êtes posée, en fait, tout simplement? Je le fais, si vous voulez, mais aujourd'hui, la nature de mon travail est devenue qualitative, en quelque sorte. Je fais de la stratégie, je travaille sur des sujets tels que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, humanitaire. Et j'ai une grande partie de mon temps, c'est la transmission. Je transmets autour de moi tout ce que j'ai comme savoir-être, savoir-faire, à travers l'écriture, à travers le dialogue, à travers un tas de... Donc, oui, je travaille, mais je ne travaille pas dans le même temps parce que je prends beaucoup de plaisir. Mais je ne fais pas que ça. C'est vrai que ça m'occupe beaucoup de temps. Je fais du sport, je m'occupe d'autres choses. J'ai une famille aussi. Voilà, donc pour la question. D'autres questions pour Monsieur Altrad? Profitez-en tant qu'il est encore avec nous. Alors, il y a des questions qui arrivent de ce côté-là. Voilà, on en profite, évidemment. Privilège ce soir. Allez-y, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Je suis adhérent aussi au club Molière. Donc, je tiens à remercier monsieur Altrad pour avoir répondu oui à sa présence ici. Moi, juste une question un peu simple mais compliquée. C'est comment recruter la bonne personne? Surtout quand on est dans un domaine un peu particulier où on a des produits un peu spéciaux à appliquer ou à poser, quoi. Merci. Comment recruter la bonne personne? Ben, vous avez ce qu'on appelle un job description, comme disent les Anglais, un profil à rechercher. Et dans la salle, il y a un grand bonhomme, Florian mentionne, qui a un grand cabinet. Ça existe un peu partout. Je remercie Florian parce qu'il y a 37 ans, c'est le premier qui m'a invité dans une soirée comme celle-ci, mais il y avait 10 personnes. Et il m'a mis en valeur. Il ne me connaissait pas. Voilà. Et lui aussi, il avait une intuition en disant ce mec-là, il va devenir peut-être grand. Je parie sur vous. Donc, c'est des procédures simples, si vous voulez. Après, vous pouvez recruter la personne, mais ça dépend de ce que vous allez en faire. Si vous faites ce que je vous dis, et vous le faites dans la durée, et vous respectez votre parole, il va marcher. Voilà pour la réponse. Je crois qu'il y avait une question ici. On va amener le micro. Des questions diversifiées, évidemment. Est-ce qu'on est dans le temps, monsieur Altrad? On est dans les temps encore? Tout va bien? Pas de souci. Allez-y. Monsieur Altrad, bonsoir. Mesdames, Messieurs, je me présente Dominique Jourlet. J'ai travaillé pendant de nombreuses années pour le MEDEF territorial sur une commission très particulière, la commission de santé au travail, qualité de vie au travail, bien-être au travail. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'humanitaire, d'humanisme, de valeur, de courage. Est-ce que ces mots vous parlent? Santé au travail, bien-être au travail, qualité au travail. Est-ce que ces mots vous parlent et font encore aujourd'hui partie de vos projets? Oui, dans des groupes comme Altrad, c'est même une obligation. Il y a des lois pour ça, si vous voulez. Mais nous, on ne se limite pas à ce qu'il faut faire dans le sens de la loi. On fait plus. On fait plus, tel que par exemple la rémunération. Vos salariés, ils peuvent être actionnaires de leur société. Et l'histoire de la rémunération fixe, variable, etc., et tous les 4 ans, ce sont des choses qu'on fait qui contribuent. Mais il y a aussi par exemple, on a un contrat avec une clinique à Montpellier où nos salariés peuvent faire ce qu'on appelle un check-up. Vous rentrez le matin, vous passez toutes sortes d'examens, vous êtes entre les mains de 3, 4, 5 médecins, et ces médecins, le soir, ils changent
ce qu'ils peuvent trouver, les analyses, etc., de sang, d'urine, ce qu'on veut. Et puis, ils font une synthèse, ils vous font un bilan, ils vous le donnent, et c'est payé par la société. Et s'ils trouvent quelque chose, on peut adhérer pour que la personne, voilà, abonder pour que la personne, si elle n'a pas de couverture sociale, on la prend à charge à 100%, s'il le faut. Mais ici, en France, on est couvert par la sécurité sociale. Tout à fait. Tout à fait. C'est un petit exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Je ne suis pas au courant de tout ce qui est fait dans les 200 filiales Altrad. Je voulais bien cibler ma question en ce sens que, effectivement, si la santé au travail est bien conduite, le bien-être et la qualité de vie au travail, obligatoirement, on optimise la fonction de travail dans l'entreprise. Et obligatoirement, un ouvrier, un employé, un collaborateur, bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son corps, c'est que du bonheur pour le chef d'entreprise. Et obligatoirement, ça donne en termes de résultats un pourcentage en valeur ajoutée. Oui. Ben, par exemple, vous voyez, j'ai été financeur de la Ligue contre le cancer avec le professeur Pujol, que vous connaissez, qui était le président national de la Ligue contre le cancer pendant 30 ans. Voilà. Donc on fait des choses comme ça. Bien sûr, ce que vous dites est juste. Une personne en pleine santé physique et mentale, il travaille mieux. Merci beaucoup. Très bien, d'autres questions dans l'assistance. Profitez-en tant que nous avons monsieur Altrad, monsieur derrière, qui a une question à poser. Profitons-en. Donc il est une question. Voilà, vous avez encore combien? Un petit peu de temps. Allez, une dizaine de minutes et puis on va être obligé de le libérer parce que vous vous doutez que monsieur Altrad a un programme très chargé. On vous écoute. Bonsoir monsieur Altrad. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de donner des conseils à des jeunes entrepreneurs. Et d'ailleurs, si on regarde les grandes sociétés qui ont réussi dans le monde, souvent, pour ne pas reprendre une pub qui passe en ce moment à la télé, ça a démarré au fond d'un garage. Et souvent, leurs idées, on leur disait, ce que tu vas faire, ça ne marchera jamais. Donc, l'idée principale, ce n'est pas justement de développer la culture d'entreprise, de savoir s'écouter soi-même, et par contre de donner confiance à nos jeunes étudiants pour qu'ils soient, on va dire, porteurs de leur propre projet. Parce que s'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas aller chercher un conseil, c'est votre banquier. Quand vous démarrez une affaire, il vous dira toujours que ça ne va jamais marcher. C'est une question, oui, voilà. Donc l'entreprise, croire, quand des personnes vous disent que bon, ça ne va pas marcher, il faut insister, il faut y aller. Et il a fait référence, bien sûr, à ce que vous aviez raconté à propos du banquier. C'est bien ça, monsieur, si je résume à peu près. Mais je vous dis la même chose, si vous voulez, donner des conseils à des jeunes s'il faut aller dans l'aventure entrepreneuriale. Mais on ne peut pas donner un conseil général, il n'y a que des cas particuliers, si vous voulez. Parce que vous dites à quelqu'un, va dans le domaine, tel domaine et tel autre domaine, ce serait une erreur sans savoir quelles sont ses motivations, ses capacités, sa résilience, les moyens qu'il a ou qu'il n'a pas, etc., etc. Donc c'est vraiment très difficile, c'est de la haute couture. Il faut connaître le contexte particulier de la personne. Mais il y a toutes sortes de disciplines dans lesquelles les jeunes peuvent s'engager. Mais après, encore une fois, le banquier, si vous voulez, il y a un rôle social dans ce pays, si vous voulez. Normalement, si le système marche, politique, social, en France, et surtout politique, moi j'ai entendu un discours du maire d'une grande ville, et il dit, je m'en fous de l'entrepreneuriat, c'est aux entrepreneurs de le faire. C'est une erreur. C'est une erreur. On ne vous demande pas de faire le travail de l'entrepreneur. On vous lui demande de lui créer un contexte, par exemple des moyens de transport. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un aéroport? Etc. etc. Ben, vous prenez la ville de Montpellier, la seule ligne qui fonctionne à peu près, c'est Paris-Montpellier. Mais quand vous gérez un groupe international,
Ben, qu'est-ce que vous faites? Ça ne marche pas. Vous allez à Montpellier, vous allez à Paris, après vous attendez 3 heures pour la connexion qui va vous amener, je ne sais pas, au Moyen-Orient, et après vous avez une connexion qui vous amène en Australie. Ben, vous allez passer 3 jours, vous comprenez? Donc, ces infrastructures, cette façon d'accueillir et d'encourager l'entrepreneuriat, l'entrepreneur en tant que tel n'a pas besoin de l'homme politique pour lui dire ce qu'il doit faire. Il sait faire. Mais par contre, s'il n'a pas de le contexte, il ne viendra pas. Monsieur Altrad, vous pouvez l'applaudir, Monsieur Altrad, bien sûr, qui est avec nous. Moi, j'aurai une dernière question. Une dernière question, ce sera, Monsieur Altrad, on parle d'une entreprise qui est un petit peu particulière. Vous êtes président, c'est le rugby, parce que quand on est... Le castre olympique. Non, le castre olympique, c'est... on se retrouvera peut-être en finale, qui sait, on ne sait pas. En tous les cas, le MHR, gérer un club de rugby, gérer un staff, gérer des joueurs, parce que là, le sport... Quelle est la différence avec l'entreprise? Bien qu'un club de rugby est une entreprise, ce sont des SASP avec un staff, le côté sportif, le côté administratif. Il y a des personnes qui bossent à la communication, à la comptabilité. Ça aussi, c'est les prises de tête. Vous qui avez déjà pas mal d'entreprises. Pour une entreprise, pour qu'elle marche, il faut connaître le produit que vous allez vendre. Bien sûr. Dites-moi quel est le produit qu'on vend dans le rugby. Mais pour moi, il n'y a pas de produit. Vous pouvez dire c'est un spectacle que je fais. Mais pourquoi ce spectacle va attirer plus de gens qui vont le regarder, plus que, je ne sais pas, aller au cabaret, au théâtre, au cinéma. Donc la difficulté du rugby, c'est qu'on ne connaît pas le produit. Ça peut être le billet que vous allez vendre, mais avec ça, la partie billetterie dans le budget d'un club de rugby, c'est même pas 5%. Vous comprenez? Ça peut être les abonnements, ça peut être la publicité, ça peut être les droits télé, etc. etc. Donc c'est une des difficultés, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de produit. Après, vous évoquez comment gérer un club de rugby. Eh bien, vous n'avez pas de produit, mais il faut que vous existiez. Sinon, le club disparaît, le rugby disparaît. Les actions humanitaires à travers l'école de rugby disparaissent évidemment, et vous le savez parce que vous venez de Castres, et je crois que vous animez le club de Castres lors des matchs. Et de l'SBH aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a des Biterrois quand même de aussi. De la SBH également. Donc, la difficulté est celle-ci. Le problème, c'est dans le rugby, vous avez ce qu'on appelle un business model, c'est-à-dire un modèle économique qui est structurellement déficitaire. Vous faites tout ce que vous voulez, vous perdez de l'argent. Voilà. Donc, j'allais vous poser la question. Je crois que c'est le cerveau au port de l'argent. Je ne conseille pas ça aux jeunes d'aller gérer un club de rugby parce qu'ils vont perdre tout ce qu'ils veulent. Le club de Montpellier, on a un budget de 30 millions. Il faut que chaque année, injecter 4 à 5 millions pour boucher le trou. Alors après, je réponds à votre question de façon tout à fait pragmatique. Un club de rugby, c'est une entreprise. Vous l'avez dit, parce qu'il y a un objet social, il y a des statuts, et c'est une société anonyme à objet sportif. Voilà. Donc vous devez faire de la comptabilité, vous devez faire la paye, donc les ressources humaines. Vous devez recruter, faire des contrats, la partie juridique. Et donc c'est une entreprise comme une autre de ce côté-là. La partie qui reste, si vous voulez, c'est là où l'essentiel de la masse salariale, c'est-à-dire les à peu près 30 millions annuels de budget qu'on dépense chaque année, eh bien ça va aux joueurs. À peu près 80% ça va aux joueurs, le reste ça va au reste. Voilà. Donc là, c'est très difficile à gérer parce que c'est un marché, si vous voulez. C'est à celui... On a perdu les périodes fortes de la SBH où c'était amateur, où on n'allait pas pour l'argent. On avait une petite enveloppe à la fin du match où il y avait peu de choses. Et ça suffisait parce que ce n'était pas l'objectif. Aujourd'hui, les joueurs, ils sont devenus professionnels. Donc, ce qui remplace l'aspect amateur. Donc, ils travaillent pour l'argent. Je comprends ça parce qu'ils ont une durée de vie professionnelle très courte. Voilà.
Je comprends ça, mais ça fait que c'est toujours la même chose, c'est pas rentable. Voilà, donc pour la question, c'est ce que je voulais savoir. Martine, c'est grâce à vous que nous avons Moued Altrad aujourd'hui. C'est à vous qu'on revient le mot de la fin avec notre invité. Voilà, merci. Alors, grâce à moi, oui, parce que c'était moi qui vous ai interpellé. Mais en même temps, il y a tout le bureau qui s'est, bien entendu, joint à moi pour aboutir. Ma question, vous avez devant vous que des TPE, peu de PME. Comme on dit familièrement, des petites boîtes, quoi. D'accord ? Vous êtes une très grosse entreprise, une très grosse boîte. Il y a forcément un grand fossé entre les deux. Je suis absolument touché, ravi, et je pense que toutes les personnes devant vous le sont tout autant, de voir quelqu'un comme vous réduire la taille du fossé. Parce que très peu de gens auraient accepté certainement de venir vous joindre à nous. Donc voilà ce qui va nous rester dans nos têtes, en tout cas à nous les petites boîtes, et à vous. Dans votre tête à vous, de grosses boîtes, il va rester quoi de cette soirée? Qu'est-ce qui vous a motivé de venir? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous en retenez? Je veux vous dire un mot, tout simplement, c'est le plaisir d'être avec vous, et c'est vraiment sincère. Je prends beaucoup de plaisir à être devant vous, quelque part à m'exposer, parce que voilà, c'est comme ça. Mais ça fait partie des choses que je dois faire. Je parlais de transmission tout à l'heure, oui, la transmission est importante. J'essaie de transmettre mon savoir. Et je pense que je ne vous ai pas parlé trop de technique, comment on fabrique ou on participe à la fabrication d'un sous-marin nucléaire en Australie. D'ailleurs, le contrat qui a des problèmes entre l'Australie et la France, on est là-dedans. C'est bien terminé pour nous parce que les Australiens ils disent oui, vous êtes au groupe français, mais vous avez une société en Australie, donc vous êtes australien. Donc souvent je parle de technique aussi, de management, de gestion, de ressources humaines, etc. selon le public que j'ai. J'espère être à la hauteur de vos attentes et essayer de, comme vous dites, réduire le gap, si gap il y a, mais lorsqu'on parle d'humanité, il n'y a pas de gap. Je suis équivalent à toutes ces personnes-là. Merci beaucoup et bravo à vous encore. Merci à vous. Merci Moued Altrad. Je crois qu'on a quelque chose à vous remettre. Oui. Il y a eu un petit gag entre nous quand on s'est entendu au téléphone. C'est que vous n'êtes pas sans savoir que cette année, nous fêtons les 400 ans de Jean-Baptiste Poquelin, qui est né à Paris, vous le savez bien, et qui a fait son nom à Pézenas. Quel nom? Molière. Wow. Molière. Vous êtes né en Syrie et vous êtes venu à Florensac et vous avez aussi fait votre nom dans l'Hérault à Florensac. Donc vous avez un point commun. Et on a fait le parallèle entre vous, c'est plutôt même mon vice-président qui l'a fait. Vous avez un point commun il y a un point commun entre vous et Jean-Baptiste. Et c'est justement ce parcours de vie. Ce qui fait, vous m'avez même répondu, j'espère que dans 400 ans, on parlera encore de moi, comme on parle de Jean-Baptiste Poquelin. On a même rigolé là-dessus, c'était super. Voilà. Et à ce titre-là, je vais me lever quand même, parce que c'est un moment je vous en prie, officiel. Martine. Attendez, que je ne vous écrase pas les pieds. Pardon. Avec l'ensemble du bureau, on est... Pardon. Excusez-moi. On est fiers de vous remettre ce cadeau qui a été fait par une artiste... Je vais vous aider. Voilà. Par une artiste de la région, qui s'appelle Agnès Descamps, qui est là dans la salle, qui est le trophée Molière, qui a été choisi par la mairie pour immortaliser cette année. Donc c'est une artiste de la région. Alors, on se permet de l'ouvrir pour que tout le monde le voit, parce qu'il était bien emballé. Voilà. Ah, on a l'artiste qui est avec nous ce soir. Elle est là. Bon, on va lui demander de venir nous rejoindre, évidemment, sur ce podium. Pour ce trophée, on peut l'applaudir. La réalisation, bien sûr, de ce trophée, ce trophée Molière. Bonsoir. Venez nous rejoindre. Magnifique trophée. Et ça illustre bien l'importance qu'ont les artisans d'art au sein de notre club Molière. Moi aussi. J'ai perçu votre sensibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très touché. Très touché par ce cadeau. Merci pour cette création.
exceptionnelle. Je vais la mettre à côté d'autres trophées que j'ai dans mon bureau. Et je suis ravi. Encore une fois, merci Martine d'avoir rendu cette rencontre possible. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous également. Et puis je vous dis peut-être à bientôt, je l'espère. Moued Altrad, avec nous aujourd'hui au Club Molière. Et puis Monsieur Altrad, bonne chance pour samedi soir. On a la chance de ne pas se rencontrer. Donc je vous souhaite bonne chance face à l'UBB en demi-finale du top 14. Merci à vous toutes. C'est pas terminé, hein, puisque maintenant on va parler théâtre. Une pause. On va faire une petite pause. Nous allons faire une petite pause pour vous désaltérer de 10 minutes, un quart d'heure, Oui. environ 10 minutes, un quart d'heure. Et on se retrouve bien sûr avec Monsieur Gilles Buenomo, acteur de théâtre professionnel, qui va nous parler bien sûr de la vie de Molière. Merci Monsieur Altrad, que vous pouvez applaudir encore une fois. Merci Monsieur Altrad.